Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une sélection des titres qui vont sortir en mars et qui me font extrêmement envie. J'ai pas pu faire moins que 14 titres. Voilà, l'année dernière j'arrivais à réduire cette liste à 10, mais là depuis le début de l'année j'en suis incapable. Vraiment il y a trop de choses qui me donnent envie. Donc après c'est aussi parce que en ayant accès au programme de certaines maisons d'édition, peut-être que je me penche un peu plus sur certains livres plutôt que de voir juste les couvertures et de chercher un petit peu à travers les nouveautés comme ça, comme je faisais avant. Là peut-être que j'ai un petit peu plus accès à la tentation et du coup j'ai un peu plus de mal à réduire la liste. Vous allez voir, il y a quelques titres que j'ai déjà en VO, mais je veux les lire pour la sortie VF, du coup je les ai mis dans cette sélection. Laissez-moi prendre mon petit ordinateur. Le tout premier titre que je vous présente, c'est un Faubourg Marigny et il sort le 1er mars, ce qui est assez inhabituel puisque en général les sorties de Faubourg Marigny c'est plutôt au milieu du mois. Il est écrit par Hélène Marie Wiseman qui est une autrice énormément appréciée des Flamboyantes, donc les partenaires de la maison d'édition. Moi personnellement je n'ai encore lu qu'un seul livre d'elle, je l'ai beaucoup aimé, c'était un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais je sais que les autres les adorent et je sais qu'il me faut rattraper mon retard et lire ses autres bouquins. Celui-ci s'appelle Les Orphelins de Philadelphie. On va suivre deux personnages dans un contexte de grippe espagnole post-première guerre mondiale aux États-Unis. On va suivre une petite fille de 13 ans qui est allemande, qui vit aux États-Unis et qui subit du coup le racisme anti-allemand de la part des Américains suite à la première guerre mondiale. Mais on va également suivre une femme qui vient de perdre son enfant et qui en veut énormément aux médecins parce que soi-disant, selon elle, et je la cite, hein, attention, les médecins auraient été trop occupés à s'occuper d'enfants d'immigrés. Donc potentiellement je pense à une personne comme Pia, notre petite fille que nous suivons à 13 ans, qui est émigrée d'Allemagne. Je pense que les deux ont un rapport là-dessus et qui va se faire une espèce de mission d'américaniser ses enfants. À mon avis, en chemin, elle va rencontrer Pia et du coup elle va commencer à mon avis à nouer des liens avec elle et à changer sa vision très étriquée du monde. Je pense vraiment qu'on est sur ces thématiques là. Je ne l'ai pas encore reçu, normalement on devrait l'avoir en fin de semaine. Celui-là on n'a pas eu très tôt. Mais c'est une thématique, la grippe espagnole et l'après première guerre mondiale, que j'ai peu souvent vu dans des romans, donc je suis assez intriguée. J'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice en plus, donc voilà, très envie de le découvrir. Le deuxième roman, il sort le 6 mars chez Hugo Stardust. C'est écrit par Evelyn Sky et ça s'appelle Damsel. Alors je crois que le film sur Netflix qui va sortir avec Millie Bobby Brown s'appelle La Demoiselle et le Dragon. Je crois. Quoi qu'il arrive, ce livre, enfin cette histoire du moins, vous allez en entendre parler parce que le film va sortir sur Netflix mi-mars. Donc je pense que ça va faire un petit peu de bruit autour de l'histoire. C'est donc le roman qui est à l'origine de cette adaptation. Alors roman qui est sorti selon mes mémoires en 2018 hein, en VO, donc c'est pour ça qu'il y a une adaptation maintenant. Et je pense qu'ils se sont dit que ça pouvait ramener de l'argent de traduire le livre à l'origine d'un film dans lequel joue Millie Bobby Brown. Même si je trouve que ces deux dernières années, elle a un petit peu perdu en popularité, mais voilà, je pense que c'est un petit peu l'idée de la maison d'édition. Dans mes souvenirs, c'est un stand-alone. C'est important. Et du coup on va suivre Elodie qui est la princesse de son royaume, un royaume pauvre où il y a la famine, où voilà ça va pas bien du tout, et un jour on lui propose une alliance avec un autre roi d'un autre royaume et en échange de richesse évidemment. Elle s'est dit que du coup c'est peut-être l'occasion pour elle de pouvoir aider son peuple et du coup elle va accepter, sauf qu'une fois arrivée sur place elle va se rendre compte qu'en fait les reines de ce royaume, enfin les princesses du moins, sont offertes en sacrifice à un dragon. C'est un petit peu le prix à payer et à mon avis elle est pas super chaude pour être sacrifiée cette petite Elodie. Du coup on va suivre son histoire. J'ai vu la bande annonce vite fait parce que j'avais pas trop envie de me spoiler. Ça a l'air chouette et je me dis en plus comme ça je vais lire le livre, ensuite je pourrai regarder le film avec monsieur puisque lui n'est pas très lecture, donc une pierre deux coups, voilà, on pourra partager une histoire ensemble, c'est très chouette. Le 6 mars chez Brajlon va sortir le dernier tome de la saga L'Empire d'écume, qui est une trilogie écrite par Andrea Stewart, une espèce de fantasy très inspirée asiatique mais pas non plus totalement connotée asiatique, mais il y a quand même énormément d'inspiration, qui va suivre le destin d'une jeune femme qui est la fille de l'empereur qui utilise des espèces de clones génétiques d'animaux pour en faire des
esclaves, voilà, et qui va être mêlé à tout ça, à énormément de politique, à beaucoup d'aventures. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est le compagnon animal. Voilà, il y a un de nos personnages qui a un compagnon animal, c'est une petite créature, voilà, qui l'accompagne, qui ne lui parle pas évidemment, hein, mais qui l'accompagne, et j'adore cette thématique, j'adore ce trope. J'aime beaucoup quand il y a ça dans les romans, on le voit pas souvent, et c'est une relation très belle et très chou entre un humain et son animal, et je trouve que c'est vraiment pas assez représenté de manière générale. Et le début est un peu long, mais je trouve que c'est une saga qui vaut vraiment le coup, qui est très originale, qui se démarque énormément des autres, et j'ai lu les 2 premiers tomes avec grand plaisir. Et donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, et surtout de pouvoir clôturer une de mes sagas, puisque je vous rappelle qu'en 2024, on termine nos sagas. Celui-là, je l'avais pas mis sur ma liste au début, mais je sais pas pourquoi je l'avais loupé, alors que c'était évident qu'il allait me plaire. J'ai vu des déballages sur Instagram, et je me suis dit, ok, cette histoire me tente. Il s'agit de Demigods, qui va sortir le 6 mars chez Hachette. C'est écrit par un duo d'auteurs. Je me suis pas renseignée pour savoir s'il y avait énormément de tomes déjà en VO, mais on va être dans une académie, une espèce d'école pour des demi-dieux de la mythologie grecque. Ambiance Percy Jackson, forcément ça me tente, bien que je n'ai jamais lu Percy Jackson, et je pense que je devrais peut-être, parce que j'adore la mythologie grecque et j'adore les écoles. Alors je sais que le camp des 100 mêlés c'est pas vraiment une école, mais vous avez compris l'histoire. J'ai très envie de découvrir ça parce que voilà, la mythologie grecque c'est mon dada, même si j'en parle pas tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. Et vu que je n'ai en plus pas connu Percy Jackson, je me dis est-ce que ce serait pas l'occasion de découvrir cette saga sans être parasitée en me disant ah ça ressemble à Percy Jackson, ça aussi, et de pouvoir l'avoir sous un œil neuf et ensuite découvrir l'autre œuvre originale en me disant que ça peut de toute façon pas être de la copie vu que c'était l'œuvre qui était là avant. Bref, je sais pas si vous avez compris mon cheminement, mais pour moi c'est assez logique. Tout ça pour dire que cette sortie me tente beaucoup et que je pense que je vais craquer, bien que je l'achèterai pas en précommande puisque pour moi c'est assez très estival comme type d'histoire, donc je le lirai cet été et je l'achèterai en temps voulu. Le 6 mars également chez Hachette Heroes, cette fois-ci va sortir un nouveau livre dans l'univers Disney et dans la saga Dark Ascension, qui est une saga qui n'a pas de fil rouge, c'est vraiment des tomes indépendants. Moi je l'ai même pas compté dans mes sagas en cours parce que autant la saga des vilains elle a des fils rouges, autant celle-ci pour moi c'est un peu comme les Twisted Tales, ça se lit un petit peu différemment, mais du coup le tome 2 va sortir. Et il s'agit de Perdu, écrit par Lorraine De Stefano, qui va raconter l'histoire du capitaine Crochet et de sa sœur jumelle. Ça peut être intéressant de voir ce genre d'histoire parce que c'est vrai que du coup ça diffère quand même pas mal de l'histoire des vilains justement avec le capitaine Crochet. Là on est vraiment sur 2 personnages en fait du coup, et j'ai l'impression que c'est un peu la thématique de cette saga puisqu'on avait les 2 méchantes sœurs, là on a le Crochet et sa sœur jumelle, voilà, peut-être qu'il est question de cette dualité à chaque fois, je sais pas, on verra les prochains tomes. Bref, j'ai très envie de découvrir ce titre, d'autant plus que j'ai eu la très bonne nouvelle d'apprendre que j'étais ambassadrice Hachette Heroes pour l'année 2024, donc je suis trop contente, vraiment je suis hyper contente. C'est un des partenariats qui me procure le plus de joie je crois, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire, surtout qu'en mars je pars à Disney. Donc il est fort probable que je le lise à ce moment-là. Un autre roman qui sort le 6 mars, décidément c'est un petit peu le jour des sorties en mars, qui est publié chez Page Turner, donc Milan. C'est de la fin de la duologie All of Us Villains, donc la malédiction des 7, qui était prévue pour fin février et j'ai pas trop compris pourquoi ça a été décalé et j'ai pas eu vraiment l'impression qu'ils ont trop communiqué, ils ont juste remis des visuels avec une autre date, ou alors j'ai loupé quelque chose. Bref, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo des sorties de février, je vais pas remettre des couches, c'est une duologie que j'aime beaucoup. Le premier tome vraiment je l'ai dévoré, compétition, magique, mort, malédiction, tout ça qui se regroupe, forcément ça me donne très envie. Et puis surtout j'ai envie de terminer une saga, donc voilà, ça je le lirai dans la foulée je pense. Ensuite on passe enfin au 7 mars avec Gulfstream qui va sortir Runborn, la nouvelle saga d'Ariel Holtz qui est partout. Voilà, je sais pas comment il fait, il est partout. Il écrit plus de romans en un an que j'en écrirai dans toute ma vie. Voilà. Et j'ai très envie de découvrir ce titre puisque tout simplement je l'ai reçu lors d'une animation Gulfstream où j'ai pu me rendre avec Aurélie et j'ai pu le faire dédicacer, mais aussi parce que à ce moment là j'étais en train de regarder la série Ragnarok et que j'aime bien ces thématiques de mythologie. Le seul truc c'est que des fois je trouve que la mythologie peut être réécrite de façon
trop fidèle en fait finalement à ce qu'elle est, et que en fait la mythologie, comme toutes les autres mythologies d'ailleurs nordiques, elle est parfois un peu bizarre et sans queue ni tête. Et du coup j'espère que Ariel Holt va réussir à intégrer des événements et des choses de la mythologie sans non plus les rendre trop un peu tirés par les cheveux, et réussir à harmoniser un petit peu tout ça. J'espère bien. Alors je dis mythologie nordique, mais encore je le redis, dans toutes les mythologies vous avez des trucs qui sont un peu bizarres, mais c'est rarement repris dans les romans parce que du coup c'est romancé de façon à ce que ce soit un peu plus, voilà. Et c'est ça que j'attends dans Runborn. On va suivre notamment un trio, et en fait ce sont des jeunes qui se réveillent un jour avec une rune, un dieu nordique qui va leur donner des pouvoirs justement, et je pense qu'on va se diriger vers un nouveau Ragnarok, puisque le Ragnarok est déjà apparu, mais un nouveau combat avec les géants. Bref, j'ai très envie de lire ce livre. On va se faire une LC avec Aurélie très bientôt, ça c'est sûr. J'ai hâte. Toujours le 7 mars, chez Lumen, cette fois-ci, va sortir la suite des monstres de papier. Ça s'appelle L'Oiseau de Feu et c'est écrit par Anne Seiling, et c'est une saga qui tire un petit peu sur le jeunesse, mais ça me dérange pas trop, où on va suivre des pliomages qui sont donc des personnes capables d'utiliser la magie des origamis. Et je trouve que cette saga a un énorme côté Ghibli. Je trouve qu'il y a vraiment ces influences qui sont très prononcées. Et moi personnellement je vous avoue que j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Je me souviens plus de tous les détails, mais je sais que j'avais fini cette lecture sur une base très positive, donc j'ai hâte de découvrir la suite, évidemment sous fond de fantaisie asiatique et compagnie. Le 13 mars, attention, marqué ce jour d'une pierre blanche, va sortir la fin de la trilogie de Prison Healer de Lynette Noni chez Hachette Roman. Alors je vous dis ça, mais en fait ça fait un an, presque même un an et demi je pense, que j'ai le tome 3 en VO. Mais... et j'ai une bonne raison, attention, j'ai une bonne raison de ne pas l'avoir lu, je vous jure qu'elle est bonne. J'ai tellement aimé cette saga, et elle est tellement riche en rebondissements et en surprises, que j'avais pas du tout envie de lire le tome 3 et de pouvoir en parler à presque personne. Parce que je sens que ce tome 3 il va me détruire. Et j'ai pas envie de pas pouvoir en parler, voilà, de pas pouvoir spoiler les gens, parce qu'en plus maintenant la saga elle est traduite. Donc voilà, de vraiment devoir garder ça pour moi. Et je me suis dit je vais attendre la sortie. Donc je pense que je le lirai fin mars pour pouvoir échanger, voilà, tout simplement sur cette saga, parce que je l'aime beaucoup, je la trouve très chouette. C'est du young adulte, mais je trouve que c'est du bon young adulte, et vous le savez, je suis de moins en moins attirée par ce genre, cette tranche d'âge du moins. Donc j'ai très hâte. Très hâte. Et l'histoire de base de The Prison Healer dans le premier tome, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui est emprisonnée à la prison de Zalindov et qui exerce une espèce de poste de guérisseuse on va dire, jusqu'au jour où la reine des rebelles est amenée à moitié mourante, et on lui apprend que la reine va devoir passer des épreuves pour déterminer si elle va vivre ou pas. La jeune fille se sent un petit peu mal pour cette reine qui clairement ne peut même pas lever le petit doigt. Du coup elle va dire si jamais je réussis les épreuves et que j'ai le droit d'être libre à cette fin, je veux bien passer les épreuves à sa place. Voilà comment tout commence. J'en dirai pas plus parce que cette saga c'est rebondissement sur rebondissement, mais j'ai trop hâte de lire la fin. Ensuite, et c'est là où je vous disais que parfois en recevant les programmes on va peut-être un peu plus en détail, j'ai trouvé sur le programme de Kalman Levy le 13 mars une sortie qui en fait en le lisant m'a donné beaucoup envie. Ça s'appelle Le Disparu du Caire et c'est écrit par Christopher Bollen. Le frère d'Emma travaillait en Égypte pour une société d'armement et il va être retrouvé mort. La police va conclure à un suicide, mais donc sa sœur Emma elle est pas hyper convaincue que ce soit un suicide et elle va se rendre sur place pour enquêter, pour découvrir ce qui s'est passé. Ce roman en fait me donne énormément de vibes à la film d'espionnage. Je vois bien Gal Gadot par exemple revenir sur les traces de son frère au Caire. Enfin, en fait c'est une histoire qui pour moi est très visuelle. J'arrive déjà, rien qu'avec le synopsis, à me visualiser des scènes du film. Alors j'ai même pas lu l'histoire, mais je saurais pas comment décrire autrement ce que j'imagine à ce niveau-là. Une enquête d'action un petit peu où je pense qu'elle va se faire poursuivre. À mon avis elle va rencontrer un homme qui va l'aider. Enfin voilà, je vois très bien cette histoire en film en fait. Et du coup je suis hyper intriguée par cette histoire. Je l'ai super mal vendue, je suis désolée. Je suis un petit peu malade, faut m'excuser. Mais je sais qu'on va avoir énormément d'espionnage. Et j'ai très envie de le découvrir ce titre. Donc voilà, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est grâce au programme que parfois on trouve des petites perles comme ça. Je vous dirai évidemment
ce que j'en ai pensé, puisque vu que c'est un service presse que je vais recevoir, je vais pas énormément tarder à le lire. Le 13 mars, chez Rajo va sortir une autre suite et fin de saga que j'ai déjà en VO dans ma pile à lire, et là pour le coup j'ai un peu moins le besoin de vouloir en discuter avec les gens, c'est juste que je l'ai fait un peu traîner. Il s'agit de La Promesse du Dragon d'Elisabeth Lim, qui est donc la suite de 6 couronnes écarlates que j'avais adoré. En plus je l'avais adoré, c'est une fantasy asiatique qui reprend un conte, je crois d'Andersen, et une jeune fille qui va découvrir le secret de sa belle-mère qui a des pouvoirs magiques, qui utilise du moins la magie, et du coup elle va lancer une malédiction, et à chaque fois que la jeune fille va ouvrir la bouche, un de ses frères qui est transformé en grue à la suite de cette malédiction va mourir. Du coup elle se terre dans le silence, elle s'exile dans un petit village alors qu'à la base c'est une princesse, et elle va vivre comme une servante jusqu'au jour où elle va essayer d'annuler cette malédiction et compagnie. C'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi j'ai tant tardé à lire la suite, surtout qu'il y a un titre spin-off qui est sorti dans le même univers que j'ai déjà en VO. Je l'ai pas lu hein, mais je l'ai déjà, donc il serait temps que je m'y mette. Le 13 mars va sortir une suite aussi que j'attends très très fort. C'est le tome 3 de la saga Le Pont des Tempêtes, donc de Daniel N. Jensen. C'est le début d'une nouvelle duologie, mais moi j'ai envie de voir ça comme une saga entière. Je sais pas si c'est moi qui ai tort ou pas, mais j'ai pas envie de voir ça comme 3 duologies. Voilà, c'est un moment, c'est dans le même monde, c'est la même saga. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, après chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas encore lu le tome 2, tout simplement parce que pour moi la fantasy maritime ça se passe en été. Du coup je lirai cet été, mais je pense que je vais enchaîner. Peut-être, par exemple, lire le tome 2 en juin, début d'été, et le tome 3 en août. Ça me paraît pas mal comme histoire. Je pense que je vais faire ça. Du coup, je veux pas lire le résumé parce que je ne voudrais pas me spoiler du tome 2. Je veux pas savoir qui on va suivre parce que j'ai pas envie que pendant ma lecture du tome 2, je sois focus sur ce personnage si je le vois apparaître. Donc vraiment je veux rien savoir, je veux y aller les yeux fermés, voilà, et je pense que c'est de toute façon une sortie qui va faire énormément de bruit puisque cette saga est adorée et à juste titre. C'est de la romantasy qui marche très bien, qui est respectueuse, où il n'y a pas énormément de smut et où il y a pas mal d'idées et de conflits au niveau de la politique. Je trouve qu'elle marche très bien et je l'aime beaucoup. Le 27 mars chez Cadman Levy, et c'est la suite de La Femme de ménage de Nita Prose. Ça me saoule hein. Quand on a un stand-alone et qu'en fait on nous dit après, des années après, ou voilà, ah bah non finalement c'est une saga. Mais décidez-vous les gars, décidez-vous dès le départ. Bref, on va suivre cette femme de ménage qui est clairement neurodivergente, qui dans le premier tome va essayer d'apporter son aide à la police pour découvrir qui a tué un des clients de l'hôtel dans lequel elle travaille en tant que femme de ménage. J'avais bien aimé le premier tome, pas un coup de cœur mais j'avais bien aimé, et donc j'étais très contente de voir qu'il y avait un tome 2, même si clairement j'aurais préféré le savoir avant. Parce que là du coup ça me rajoute une saga sans que j'ai rien demandé. Voilà, vous voyez, ça me rajoute une saga. C'est pas le mieux, mais c'est pas grave. On verra comment je vais me débrouiller, c'est pas grave. En tout cas c'est une sortie qui me tente beaucoup, je vais le recevoir. Et j'ai hâte de vous en dire plus puisque le premier tome j'avais vraiment beaucoup aimé. Il est d'ailleurs disponible en poche si ça vous intéresse. Et puis bah voilà. Le 28 mars chez Gallimard Jeunesse, et je vous avoue que je m'attendais pas vraiment à ce que ça sorte chez cette maison d'édition, va sortir le premier romance young adulte d'Ali Hazelwood qui s'appelle Checkmate, qui à mon avis du coup va se dérouler dans le domaine des échecs. Je veux pas trop en savoir plus, je sais juste que c'est sa première romance young adulte. J'aime personnellement énormément ces romances adultes, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'en ai même parlé dans mon top 5 romances pour les personnes qui ne lisent pas de romances. Je suis un petit peu intriguée par celui-là parce que normalement, le young adulte contemporain, qu'il soit romance ou juste contemporain, ou même thriller d'ailleurs, j'accroche pas, c'est pas ma tranche d'âge, je me retrouve pas. Je pense qu'en fait avec le fantasy, il y a une dimension imaginaire qui me permet de prendre de la distance sur l'âge des personnages, sur leurs ressentis, leurs questionnements, et tandis que dans le contemporain il n'y a pas cette barrière de l'imaginaire, et du coup j'ai un petit peu du mal à raccrocher les wagons et à me sentir investie dans des thématiques qui en général me concernent plus vraiment, hein, je vous avoue. À 31 ans, les choses qu'on ressent quand on a 16 ans, ben ça me passionne plus des masses. J'ai tendance à être un petit peu critique là-dessus, du coup je sais pas trop ce que je vais en penser. Je vais le recevoir, puisque je crois que ils nous ont même pas demandé, mais tous les partenaires Gallimard Jeunesse le reçoivent, de toute façon, je crois. Donc je vais le recevoir, je vais le lire, parce que j'adore Ali Hazelwood, mais je pars avec un petit a priori.
Voilà. Alors après attention, hein, je ne critique pas du tout le young adulte, vraiment. Évidemment, toute une question de génération en ce qui me concerne. Il y a des personnes qui ont 50 ans qui vont dire lire de la romance contemporaine et young adulte et qui vont pas avoir de mal à mettre une distance entre leur âge et centre d'intérêt de personnes qui ont 40 ans de moins qu'eux. Et c'est très bien, c'est juste que moi j'arrive pas à mettre cette distance. On est arrivé au bout de cette vidéo et il était temps parce que je commence vraiment à perdre mon souffle, vous l'avez compris avec mon nez tout bouché. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout et que certains de ces titres que je vous ai présentés, soit vous les découvriez, soit vous ont tenté. Voilà, bref, j'espère que c'est une sélection qui peut vous tenter. Je le redis à chaque vidéo ou presque des sorties du mois. Évidemment, cette liste m'est très personnelle. Ce sont les titres qui me font le plus envie, que je vais recevoir ou précommander ou mettre sur ma wishlist, mais vraiment des titres qui me tentent le plus. Chaque vidéo de créateur de contenu sur ce sujet est différente, ses propres goûts, et si vous avez envie d'en voir plus, je vous invite très chaleureusement à aller voir les vidéos des copains. C'est personnellement ce que je ferai dès qu'elles seront disponibles, et potentiellement rajouter des livres à ma wishlist, même si c'est pas très raisonnable, mais c'est pas grave. Je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo, vraiment un grand merci, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Si vous êtes toujours là, mettez un petit bonhomme enrhumé, voilà, c'est de circonstance. Et puis évidemment, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.